Bonjour à tous. Moi, je suis Karine Gilles, je suis responsable des partenariats avec les professions du conseil et très, très proche de l'annexe et du CJEC. Donc, je suis ravie, encore une fois, que vous soyez nombreux pour ce webinaire de début d'année, enfin de début d'année scolaire, on va dire. C'est très sympa à la fin des vacances de pouvoir se revoir, se reconnecter. Donc nous sommes ravis, Gérald Desquet et moi-même, de vous retrouver pour cette séquence qui portera, pour ce qui est de Gain Assurance, sur les indemnités de fin de carrière, qu'on appelle plus communément IFC. Et pour Danjean et avec Kevin, vous aurez les primes de transfert, comment sécuriser sa fiscalité. Donc, je vous souhaite une bonne intervention. Vous pouvez poser plein de questions à la fin de chaque intervention, ça sera plus simple à chaque intervenant. Et puis, je vous dirai un petit mot à la fin aussi pour vous donner la prochaine date et les prochains sujets. Donc, à très vite et bon webinaire. Bonjour à tous, Gérald Desquet. Alors, je vais vous faire une présentation en 15 minutes sur un sujet assez technique qui vous concerne au premier degré, puisque le bilan est concerné par cette estimation de ce qu'on appelle, suivant les cas, indemnité de départ en retraite ou indemnité de fin de carrière. En gros, c'est quoi? C'est le capital de départ qui est constitué au fil de l'ancienneté d'un salarié dans une entreprise et qui, au moment de sa liquidation de retraite, il l'aperçoit. Et il y a des nuances depuis quelques années, puisque cette indemnité est payée suivant les circonstances, c'est-à-dire que le salarié a fait la demande de sa liquidation de retraite ou c'est l'entreprise qui fait cette demande ou qui l'exige, et dans ce cas-là, les indemnités sont d'un niveau différent. Le poids de ces indemnités de fin de carrière dans les entreprises françaises est extrêmement important. Il se chiffre en dizaines de milliards d'euros et ce sont des sommes extrêmement importantes qu'il faut souvent sortir à un moment donné, dans une année donnée, de façon significative, parce que d'un seul coup, deux compagnons qui ont 30 ans de maison partent la même année. Et donc, ça crée une tension sur les trésoreries. Donc, on va voir ensemble le rappel du mécanisme, la façon d'estimer ces IDR, indemnités de départ en retraite, et puis peut-être une façon aussi de l'optimiser, optimiser ou pas au sens où on va en mettre plus pour en payer moins, mais quoique, mais en tout cas, la façon de mieux le planifier, de manière à ce que la trésorerie soit un petit peu moins tendue. Voilà, donc on va parler d'indemnité de fin de carrière qui est encadrée par l'article 1237-1 du Code du travail. On pourra parler également de l'indemnité dite de licenciement, puisque vous allez voir qu'il y a un parallèle de forme dans certains cas. Donc on y va. À partir du moment où un salarié a 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, eh bien, il se voit appliquer l'article 1237-1 du Code du travail, à savoir que, par exemple, pour ne donner simplement qu'un exemple de taille, 20 ans d'ancienneté va donner, au titre de l'application de ce texte, 1 mois et demi de salaire brut d'indemnité de départ. Bon, voilà, donc ça ne représente pas des sommes non plus somptuaires, sauf que par-dessus cela, il y a... Alors, Micro. je me rends compte que, en fait, mes slides passent mal. J'espère que Oui. ça se passe bien. Voilà. Accord de convention collective qui, en fonction des métiers, varie énormément. Il y a des conventions collectives qui n'intègrent pas d'IDR différenciés, complémentaires au texte du Code du travail, et d'autres qui ont choisi d'alourdir de façon très importante, telles que la chimie. J'ai en tête le caoutchouc également, ou pour une ancienneté, par exemple, de 20 ans, hein, c'est l'exemple que je vous donne là, eh bien, commence à être significatif, hein. Le caoutchouc, la chimie, 15 mois, eh bien, il faut pouvoir les sortir, charger, il faut pouvoir les sortir au moment de l'événement. Et s'il y en a plusieurs dans l'entreprise au même moment, la tension sur la trésorerie est réelle.
Si le départ n'est pas volontaire, mais qu'évidemment on y a droit puisqu'on a au moins atteint l'âge minimum légal et que l'entreprise veut faire ce choix que de forcer le salarié à partir, évidemment elle le peut. Elle le peut d'emblée dès lors qu'il a 70 ans et donc elle paiera également l'IDR. Mais s'il a pas, si ce salarié n'a pas 70 ans, la somme en question est commuée non pas en IDR, mais en indemnité de licenciement. Donc évidemment significativement supérieure, puisque non seulement il y a une ancienneté, mais il y a effectivement un pretium de l'ordre. Voilà, donc ce sont d'autres textes qui s'appliquent, hein, le 1, 2, 3, 4, c'est facile à retenir, -9 et -2 qui encadrent en fait le cas des licenciements. Voilà. Alors, parallèlement à ça, l'entrepreneur, au travers de son bilan et donc par voie de conséquence expert comptable, a une obligation méthodologique qui est d'estimer le montant des IDR en année pleine. Donc, en annexe du bilan, on retrouve un chiffre et on doit également expliquer la façon, la méthodologie avec laquelle on a atteint ce chiffre. Dans la plupart des cas, on utilise une méthode actuarielle qui est proposée d'emblée par les experts comptables ou par les logiciels qu'ils utilisent. Les assureurs, puisque si j'interviens, c'est que nous sommes aussi partie prenante, utilisent systématiquement des méthodes projectives actuarielles. Projectives, on va voir pourquoi, et puis surtout actuarielles, parce qu'évidemment, on va prendre en considération un certain nombre d'éléments factuels liés à l'entreprise ou liés à la branche de la convention collective appliquée. Certaines entreprises se voient imposer par-dessus cela un mode comptable différent parce qu'elles ont par exemple un niveau d'export important au-delà de la France, au-delà de l'Union européenne parfois et dans le monde anglo-saxon notamment. Et donc les méthodes peuvent être différentes si on doit se référer par exemple à des marchés aux États-Unis. Par exemple, quand on travaille avec l'armée, on a également une évaluation différente. Et donc là, on nous impose d'ailleurs une méthodologie. C'est évidemment moins l'objet de ce webinaire d'expliquer la méthodologie, mais d'une façon générale, même pour les entreprises inférieures à 250 salariés, on utilise la méthode dite. Euh, Petit exemple, donc on a une méthode simple, donc on prend une convention collective avec donc sa grille de lecture, on a l'âge d'un salarié, son ancienneté à 10 ans, donc il a encore une vingtaine d'années à faire, et on va évaluer avec sa rémunération et son taux de charge sociale, éventuellement une estimation de l'augmentation moyenne de sa rémunération, eh bien, combien l'indemnité va peser à 65 ans. Donc ça, c'est la méthode, j'allais dire linéaire, facile à... C'est celle que l'on pourrait appliquer sur une petite entreprise, mais sur une vision beaucoup plus termiste, beaucoup plus court-termiste en général. Pour une entreprise où il y a plus de salariés, où donc la masse salariale et donc par voie de conséquence l'engagement social est plus important, là où on va arriver avec ce premier exemple à une charge d'indemnité à 39 000 €, on va appliquer bien évidemment des critères actuariels. Donc la table de mortalité, parce que bien évidemment, un salarié de 45 ans peut très bien sortir de l'entreprise pour une maladie, une invalidante ou éventuellement un décès. Donc on va appliquer la table. On va évidemment appliquer sur une masse de salariés un taux de rotation, hein. Il est évident que cette personne de 45 ans peut très bien ne pas faire sa carrière totale dans l'entreprise. Et puis, si on isole la somme que l'on va mettre de côté pour la faire fructifier, pour avoir de la rémunération, eh bien, on va intégrer également, même si aujourd'hui c'est un tout petit peu plus compliqué, mais je vous rassure, on met généralement ces sommes-là, en tout cas chez les assureurs, sur des fonds très sécurisés, hein, des fonds généralement dits euros, eh bien, on va intégrer bien évidemment une dimension comme une dimension patrimoniale, on va intégrer une rémunération de cet argent pour l'optimiser. D'où l'expression de tout à l'heure dans le titre. Et vous voyez donc que pour l'année en question, à 45 ans, eh bien, la valeur de l'indemnité probable
eh bien, au lieu d'être à 39 000 € comme une hypothèse comme ça un petit peu simple, eh bien, l'indemnité probable va être à 13 000 €. Bien évidemment, il va prendre 1 an de plus, 1 an d'expérience l'année prochaine. Forcément, ces 13 000 € vont devenir progressivement 13 800, 14 200, 15 000, etc., etc., puisque la fameuse probabilité que ce salarié sorte réellement vers 65 ans va devenir de plus en plus certaine. Voilà la méthodologie, donc vous n'apprenez rien, mais en tout cas, ça pose les choses. Et normalement, c'est un peu comme ça qu'on explique la façon d'estimer dans les annexes la valorisation des IDR sur un employeur de main. L'externalisation, elle est liée en fait au fait que le législateur a souhaité sécuriser la démarche. Le législateur se dit qu'effectivement, pour sécuriser la capacité pour chaque entreprise de sortir cet argent au moment de la liquidation des retraites, il faut que l'entreprise soit éclairée de cet engagement. Si c'est dans 20 ans, l'engagement sera faible, il est dans une certaine mesure probable, mais relativement incertain. Par contre, si on est sur des choses inférieures à 5 ans, on touche une probabilité beaucoup plus élevée. Par conséquent, l'expert comptable, le chef d'entreprise, doit se dire que ces sommes qu'il va, entre guillemets, isoler, eh bien, vont devenir très certaines et il va falloir commencer à les provisionner. L'externalisation, c'est une incitation non seulement à le prévoir, mais également à le réserver. Et puis, en dernier lieu, bien évidemment, à trouver du profit bien supérieur que la gestion d'un compte courant. Donc, on va le mettre dans le dispositif de type assurantiel qui rémunère sur les fonds euros à peu de choses près le niveau de l'inflation à minima. Donc, les cotisations vont être versées chez un tiers, chez un assureur par exemple, encadré par l'article 39. L'article 39, c'est tout ce qui parle des cotisations de typologie retraite. Les articles 83, les articles 39 dites retraite chapeau sont encadrés par cet article-là. Et le bénéfice de cette opération d'externalisation chez un assureur, c'est l'exonération de ces sommes au titre de l'impôt. Alors, bien évidemment, il y a une contrepartie. On perd la propriété de cette somme. Ce n'est plus de la trésorerie, c'est de la trésorerie externalisée à des fins précises. Mais le cas de force majeure, c'est la liquidation d'entreprise et ces sommes peuvent être évidemment utilisées par le liquidateur pour payer des dettes salariales, des dettes sociales, si jamais il y en avait. Donc, bien évidemment, s'il y a un investissement industriel 2 ans, 3 ans après la mise en place de ce fonds, eh bien, le chef d'entreprise ne pourrait pas récupérer ces sommes. Ça va sortir, mais ça va mieux en le disant. Voilà, donc le travail de planification va donner globalement ça. C'est-à-dire qu'en bleu ciel, on a l'engagement régulier, l'effort régulier que l'entreprise devrait effectuer pour pouvoir payer en mauve, en violet, les charges de prestations qu'elle a à payer au moment du départ en retraite. Alors c'est théorique, c'est pour ça qu'on demande une actualisation annuelle, parce que bien évidemment la retraite peut être repoussée, elle peut être aussi avancée. Et puis, il y a des années où l'entreprise ne peut pas forcément faire face à cette obligation-là. Donc, on va avoir une année donnée. La théorie donnera, par exemple, 5 ou 6 000 € et en pratique, on n'a pas les moyens de les payer, donc on fera une année blanche. Il faudra faire l'effort un peu plus conséquent l'année suivante. La réalité, en fait, pour une PME, une TPME, c'est qu'on profite également de certaines zones plus sympathiques de la vie de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir un effet exceptionnel, eh bien, on va profiter avant impôt de pouvoir, avec son assureur, faire l'estimation de la promesse à 5 ans, par exemple. Et si on doit une certaine somme un peu conséquente, eh bien, dans la mesure où on aura eu, grâce par exemple à la cession exceptionnelle d'un bien de l'entreprise, on aura donc une trésorerie exceptionnelle et avant impôt, on va pouvoir l'externaliser pour subvenir à cette dette quasi certaine, par exemple 4 ou 5 ans. Et donc, on va pouvoir subvenir à ce besoin
Et en cas de contrôle fiscal, on aura tout le moyen de prouver que cette externalisation était avérée et certaine. Par conséquent, ça ne posera pas de problème que que l'exprimer en charge déductible. Ah, bien évidemment, ce plan linéaire d'affectation des sommes, on aura un pic en bleu ciel et on n'aura plus rien pendant 4, 5, 6 ans, puisque le prochain engagement aura lieu dans 8 ou 9 ans. On aura encore de nouveau le temps d'y faire face en replaçant de l'argent au fur et à mesure. Mais donc le plan devra être actualisé régulièrement, d'où l'importance d'être en contact avec son assureur pour poursuivre l'évolution de cette opération. Voilà, les prestations pour terminer, un salarié qui touche une indemnité, au titre de l'IDR, du départ en retraite et donc qui est soumise, à charges sociales, CSG, CRDS et est imposable sur le revenu. Alors il y a un cas particulier, c'est dans le cas du départ, à l'initiative de l'employeur. C'est que le salarié, lui, jusqu'à un montant qui est somme toute assez sympathique, hein, un peu plus de 400 000 €, eh bien, est exonéré de cotisations et est exonéré d'impôt sur le revenu. Voilà, bon, c'est le cas, le plus important. C'est une parenthèse qui ne doit pas vous arriver tous les jours, mais il fallait le préciser pour boucler la boucle. Voilà pour les IDR, j'espère que, vous aurez beaucoup de questions. Je suis là pour y répondre éventuellement. Merci de votre écoute.